que le deuxième, c'est le dernier aussi, mais le deuxième grand problème de philosophie politique qui va nous intéresser, qui est ce qu'on appelle parfois le problème de la justice distributive. Certains disent que la justice distributive, c'est la même chose que la justice sociale. D'autres veulent dire que c'est juste une version, un type de justice sociale. Oublions la question de la justice sociale en général pour l'instant. Mais en gros, le problème de la justice distributive, c'est comment est-ce qu'on doit partager les ressources de manière juste quand on vit dans une société ou dans un groupe. Donc, quelles sont les distributions des ressources qui sont justes? Et puis là, vous avez, vous vous en doutez, tout un tas de réponses qui peuvent être données, à chacun selon ses besoins, à chacun selon sa mérite, la même chose pour tout le monde. Chacun a le droit à ce qu'il a tant qu'il ne l'a pas volé, chacun a le droit à ce qu'il a tant qu'il y a une égalité des chances, etc., etc. Donc on va voir tout un tas de réponses à cette question. Mais il y a une question préalable, c'est on va s'intéresser à la distribution des ressources. Et une question qu'il faut garder en tête ici, c'est qu'est-ce qu'on entend par une ressource? Parce qu'il y a beaucoup de ressources différentes, et souvent les réponses varient en fonction de qu'est-ce qu'elles comptent comme des ressources à partager ou pas. Ressources, on pense d'abord richesse monétaire, l'argent. On pense aussi à la nourriture, aux biens. Mais vous avez d'autres questions. Capital immobilier, vos maisons, la nourriture, etc. Mais est-ce que quand on parle d'une juste distribution des ressources, on parle aussi d'une juste distribution du pouvoir, de la capacité d'imposer à autrui un certain nombre d'obligations? Une juste distribution des fonctions ou des statuts sociaux, une juste distribution de la connaissance, une juste distribution des capacités acquises, juste distribution du fait qu'on sait parler allemand, par exemple, des capacités naturelles. Comment ça se fait? C'est pas juste que Jean soit moins fort que moi. Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut corriger cette distribution-là? Juste distribution du capital culturel. Ça, c'est une des grandes questions pour expliquer le phénomène qu'on appelle la reproduction sociale, le fait que les personnes qui sont les enfants, enfin il y a plusieurs types de mobilité de reproduction sociale, mais un des types de reproduction sociale, c'est les enfants de personnes qui sont dans certaines classes, typiquement, ont tendance à rester dans la même classe, que ce soit des classes supérieures, des classes qui sont plus défavorisées. Et une des explications pour ça, c'est de faire appel au capital culturel. Si vous naissez dans un environnement où on vous apprend à bien parler, on vous apprend un certain nombre de pratiques et de connaissances, vous avez plus de chances de réussir. Capital social, un peu différent, mais qui est aussi avancé pour expliquer la reproduction sociale, qui est l'ensemble des personnes que vous pouvez connaître, votre réseau social. Okay? On dit souvent qu'un des grands apports de l'université, c'est pas seulement le capital culturel, c'est le capital social. Vous allez connaître après, vous dire « Ah, moi je cherche un boulot, mais je connais Charlotte, alors peut-être que je vais lui demander qu'elle m'appuie, etc. » Donc toutes ces choses-là, ça fait partie dans un sens très large de ressources. D'accord? Est-ce qu'il faut distribuer tout ça quand on se demande comment on distribue les choses? Quelles sont ces ressources qu'on doit distribuer? Alors, ça, je soulève la question pour ne pas y répondre, parce que vous allez voir que selon les différentes théories de la justice sociale, on va souvent avoir un focus un peu différent sur les ressources qui comptent. Alors la personne que vous avez là, que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce cours, et que vous ne pouvez pas éviter quand vous faites de la philosophie politique, c'est John Rawls, qui est considéré comme le philosophe politique majeur du XXe siècle, et qui a écrit en 1971 ce livre, qui avec le livre de Nozick dont je vous parlais tout à l'heure, est un livre de référence qui s'appelle A Theory of Justice. Et ce que veut faire Rawls, c'est précisément définir des règles d'une société juste, et en particulier d'une société dans laquelle la division, la répartition des ressources est juste. Alors Rawls a eu beaucoup de succès et d'influence, et une des raisons pour lesquelles Rawls a eu beaucoup d'influence, c'est que jusqu'à lui, on vivait dans des sociétés démocratiques libérales qui ne correspondaient pas vraiment à une seule théorie politique. Autrement dit, dans les démocraties libérales, si vous regardez, et ça reste le cas aujourd'hui, les situations politiques dans lesquelles on vit, il y a des pays qui sont un peu plus libéraux que d'autres, des pays qui sont un peu plus sociaux que d'autres, mais dans l'ensemble, il y a toujours un peu un mélange de politique libérale, libre marché, mais aussi d'un certain nombre de politiques sociales. Il y a aussi des cantons qui sont plus sociaux que d'autres à l'intérieur de la Suisse, donc vous pouvez dire, là, il y a les politiques sociales sont un peu plus prononcées en France, en Scandinavie, vous avez des pays plus libéraux comme la Suisse, mais dans l'ensemble, tous ces pays sont un peu des mélanges
de politique libérale, de politique socialiste et aussi de certains aspects, conservateurs. Alors, tout ça, c'était les situations dans lesquelles évoluaient nos institutions, mais bizarrement, on n'avait pas vraiment une théorie qui appuyait ça. Hein. On essayait juste de trouver un curseur entre ces différents pôles politiques, et Rawls s'est arrivé à dire, moi je vais vous trouver une théorie qui en quelque sorte légitime une grande partie des institutions dans lesquelles on vit, enfin, qui nous explique pourquoi on les aime bien, ces institutions. Ça ne veut pas dire que c'est juste un conservateur, parce qu'il fait aussi des propositions pour les améliorer, mais il va donner un certain nombre de raisons de penser que cet équilibre libéral, démocratique libéral qu'on avait, était sur la bonne voie. Alors, à un moment de Rawls, vous avez tout un tas de théories de la justice. J'en mentionne juste quelques-unes. Vous avez des théories complètement égalitariennes qui disent qu'il faut que chacun ait exactement la même quantité de richesse et ou la même quantité de revenus. C'est pas pareil la richesse et le revenu, évidemment. Hein. Si vous égalisez le revenu, vous n'avez pas forcément la même richesse à l'arrivée. Hein. On peut tous gagner 2000 francs par mois, mais si je suis plus économe que vous, je vais finir plus riche que vous. D'accord ? Donc, égaliser le revenu, égaliser la richesse, c'est pas la même chose. Vous avez des critères libertariens qui disent à partir du moment où ce que vous avez, vous ne l'avez pas volé, ce que vous avez résulte de transactions libres, ça donne une répartition de la richesse qui est juste. Vous avez ce que Rawls appelle des intuitionnistes, qui n'aiment pas beaucoup. C'est des gens qui disent, ils prennent juste un certain nombre de situations et ils disent, là on voit bien que c'est juste, là on voit bien que c'est pas juste. Et puis Rawls en un sens partage ses intuitions, mais dit on a besoin d'une théorie qui nous permet de comprendre, de guider un peu nos intuitions. Autrement dit, là, on a des séries de principes, mais il n'y a pas d'ordre entre eux. Moi, je voudrais une théorie qui nous permette de décider, en général, ce que c'est qu'une société juste ou pas. Et puis, vous avez des critères utilitaristes, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui nous disent, pour ceux qui ont suivi le cours sur les 13 philosophes, vous savez maintenant que l'utilitarisme est né avec Mill et Bentham, Bentham avant Mill, qui nous disent qu'une répartition juste des richesses, des ressources, c'est une répartition qui maximise la satisfaction des préférences. Alors, Rawls est un peu au milieu de tout ça, il voit l'intérêt de chacune de ces théories et il va proposer une théorie qui en quelque sorte fait la synthèse de ces différentes intuitions, en tout cas c'est son ambition. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que Rawls appelle le problème de la justice, qui est en fait le problème de la justice distributive. Son idée, c'est que la coopération sociale, le fait que nous vivions ensemble et que nous travaillions ensemble, va produire un certain nombre d'avantages. On produit plus en collaborant qu'en travaillant chacun dans notre coin. Quelque chose qui a été remarqué déjà par Adam Smith, qu'il appelle la division du travail, mais évidemment que ça joue un rôle clé dans la quantité de richesse qu'on produit, donc vous savez maintenant qu'elle a considérablement augmenté depuis la révolution industrielle. Ce que Rawls appelle le problème de la justice distributive, c'est comment est-ce qu'on va répartir les divers avantages qui sont tirés de la coopération sociale. Le fait qu'on travaille ensemble fait qu'on produit beaucoup plus. Comment est-ce qu'on doit répartir ce surcroît de production ? Ça, c'est le problème de la justice distributive. Et vous voyez que ce n'est pas l'entièreté de ce qu'on appelle le problème de la justice, ou ce que c'est que la justice en général. Parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez vouloir répartir que ce que vous avez produit. Typiquement les droits. Hein. Si on a chacun droit, des droits de propriété, alors propriété, vous allez dire il faut avoir quelque chose qu'on possède, mais juste le droit de s'exprimer par exemple, là vous avez aussi un problème de distribution de ces droits éventuellement. Je peux dire il n'y a que moi qui ai le droit de m'exprimer. En général, pour les droits, on accepte une répartition qui est égalitaire. En tout cas, pour ceux qui se situent dans l'optique des droits de l'homme, la première déclaration des droits de l'homme, on pense que chaque homme naît libre et égaux en droit. Là, ce n'est pas les droits qu'on cherche à répartir, c'est des ressources qui sont tirées de la coopération sociale. Mais les droits sont importants parce qu'il y a un peu un équilibre à trouver entre distribuer les biens et distribuer les droits. On ne voudrait pas que la bonne distribution des biens conduise à violer un certain nombre de droits individuels, et on va voir que c'est typiquement un point de tension important, et on l'a déjà vu quand on a parlé du libéralisme. Souvent, si vous avez des politiques de redistribution, vous allez risquer d'aller contre, d'empiéter sur des droits individuels, typiquement les droits de propriété ou les droits de libre transaction. Alors, pour préciser un peu maintenant le type de bien dont on cherche à questionner la juste distribution, c'est ce que Rawls appelle des biens premiers.
Et il y a deux types de biens premiers. Pour Rawls, il y a les biens premiers qui sont sociaux, c'est le revenu, la richesse, les opportunités de trouver un travail, etc. Le pouvoir, les droits, les libertés. Tout ça, c'est des biens qui sont, dit Rawls, distribués par des institutions sociales. Ces institutions sociales, il prend ça dans un sens très large. Ça peut être des institutions coercitives, publiques, ça peut être aussi le libre-échange. Mais vous avez des biens premiers qui sont naturels, ne sont pas distribués par des institutions sociales. C'est typiquement la santé, l'intelligence, la force ou les aptitudes naturelles. D'accord ? Donc, je vous disais pour commencer, selon les théories de la justice, ce n'est pas les mêmes biens qu'on veut compenser, qu'on veut distribuer justement. Rawls, lui, s'intéresse uniquement à la distribution des biens premiers sociaux. D'accord ? Comment est-ce qu'on distribue équitablement le revenu, la richesse, l'opportunité, les pouvoirs, les droits et les libertés, et non pas la santé, l'intelligence, la force, les aptitudes naturelles. Pourquoi est-ce que Rawls ne s'intéresse pas à ça ? C'est dit, ben ça c'est donné par la nature. Un peu comme le conservateur qu'on envisageait précédemment par rapport à l'État, Rawls sur les biens premiers naturels dit là-dessus, il n'y a pas de question à se poser sur quelle est la distribution juste. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, il y a des gens qui sont plus drôles que d'autres, il y a des gens qui sont plus timides que d'autres, il y a des gens, etc. Ça, c'est des choses qui sont données naturellement. À partir du moment où c'est donné naturellement, on ne questionne pas ça. Par contre, ça, on peut questionner parce qu'on a prise là-dessus. Je mentionne ça parce que vous verrez que dans une des critiques qui va être faite à Rawls de la part de ce qu'on appelle les égalitaristes des chances va être de dire non, il faut compenser aussi pour les inégalités de santé, d'intelligence, etc. Mais Rawls lui dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on s'intéresse à la juste distribution des biens premiers sociaux. Et par ailleurs, ce que Rawls veut faire, c'est dessiner non pas toute une société, mais ce qu'il appelle la structure de base de la société. Donc dans toute société, pense Rawls, il y a une structure de base et il essaye de dessiner des institutions qui sont justes pour cette structure de base. En quoi consiste cette structure de base ? D'une part, il y a des lois fondamentales qu'on appelle des lois constitutionnelles, par exemple protection de la liberté de penser. Vous avez des structures économiques fondamentales, les marchés, la propriété privée, les moyens de production. Et puis vous avez des structures sociales fondamentales, la famille par exemple. Donc ça, c'est pas défini très clairement, la structure de base, mais c'est l'ensemble des institutions qui forment le noyau social. Et Rawls veut se dire, ces institutions-là, qui sont fondamentales, qui sont un peu plus fondamentales que des institutions comme, je ne sais pas, une école, une université, un match de foot, un groupe d'amis, ça ne fait pas partie des structures sociales fondamentales, mais lui, il s'interroge sur les bons critères de justice qu'on doit accepter pour dessiner ces institutions sociales fondamentales, pour dessiner les institutions sociales fondamentales, les structures sociales fondamentales. Donc vous voyez que tout projet de Rawls, c'est ça qui va faire horreur au conservatisme, pour revenir à ce que je vous disais à l'instant, c'est de dessiner une institution, de dessiner une société juste. Donc il se place dans la situation de quelqu'un qui doit décider in abstracto de qu'est-ce que c'est qu'une société juste. Un ingénieur social, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui serait parfaitement juste dans ses structures sociales de base ? Alors la grande réponse de Rawls à ça, elle consiste dans une expérience de pensée dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est restée à la postérité, qu'on appelle l'expérience de pensée de la situation originelle. Alors je vous présente cette expérience de pensée, et puis on verra ensuite qu'est-ce que Rawls en tire comme conséquence. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir des principes de justice d'une société juste, dit Rawls ? Il dit on va faire une expérience de pensée qui va vous rappeler les théories du contrat hypothétique dont on parlait en début de séance tout à l'heure. Donc on a des individus, plusieurs individus, à qui on donne la tâche de définir les principes de justice de la société dans laquelle eux-mêmes vont vivre. Et ces principes, ils concernent quoi ? Ils concernent la répartition des droits et des devoirs, mais aussi des avantages de ce qu'on a défini comme les biens et les premiers sociaux, les biens premiers sociaux. Donc on va vivre ensemble dans une société, la situation nous dit, vous réfléchissez ensemble sur comment répartir les droits, les devoirs et les différents biens premiers sociaux, la richesse typiquement ou le revenu. Ça c'est notre mission. Okay. Mais évidemment, ça ne va pas suffire pour être sûr qu'on va arriver à une bonne situation, parce que si vous savez ça, chacun risque de plaider pour sa chapelle. Moi, je suis professeur de philosophie, donc je vais militer, je vais dire une société juste, c'est une société qui
paye beaucoup plus les professeurs de philosophie. Jean va dire non, une société juste, elle paye beaucoup plus les agriculteurs. Lucas va dire, qu'est-ce que vous faites, Lucas? Je sais pas. Société juste, c'est une société qui paye beaucoup plus les danseurs étoiles. Je ne sais pas quelle est votre activité. Peu importe. Ok, on risque. En soi, si on était juste en train de dire, chacun essaye d'imposer son critère de justice, on a le soupçon qu'on va faire jouer notre intérêt. Alors une réponse qu'on peut avoir dire, traditionnellement on a dit dans la pensée politique à ça, c'est dire non mais essayez de réfléchir, soyez un peu gentil, réfléchissez pas simplement à votre propre intérêt, réfléchissez à l'intérêt de chacun. Mais ça d'une part c'est pas sûr qu'on sache le faire, et d'autre part c'est pas sûr qu'on voit exactement ce que ça veut dire l'intérêt de chacun. Donc on voudrait dessiner des principes d'une société juste en n'étant pas juste en train de défendre nos propres intérêts. Et l'intérêt de la situation d'expérience de pensée de rôle, c'est de dire je vais vous mettre dans une situation dans laquelle vous allez être forcé de le faire. Comment est-ce qu'on va être forcé de faire ça? Comment est-ce qu'on ne va pas penser à défendre notre propre intérêt? Eh bien, Rawls propose la situation suivante. Dans ma situation, je vous laisse être égoïste. Défendez chacun votre intérêt. Ce n'est pas un problème. J'essaye pas de vous dire préoccupez-vous des autres ou du bien général. Et par ailleurs, je fais l'hypothèse que vous êtes chacun rationnel. Qu'est-ce que c'est qu'on entend par rationnel ici? Ça veut dire que vous savez choisir les bons moyens pour arriver à vos fins. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous savez quels sont les bons moyens de gagner beaucoup d'argent. Donc ça, je vous concède l'égoïsme là-dessus. J'essaye pas de faire de chacun d'entre vous des personnes motivées par l'altruisme ou la justice en général. Mais par contre, je vais vous imposer des conditions qui vont, de manière détournée, vous forcer à faire comme si vous étiez des altruistes. Quelles sont ces conditions? Et vous êtes tous égaux, dans le sens où vous êtes tous derrière ce que Rawls appelle le voile d'ignorance. Qu'est-ce que c'est que ce voile d'ignorance? C'est une situation dans laquelle on ignore les choses suivantes. On doit dessiner les principes de justice de notre société dans laquelle on va vivre, mais première chose, chacun d'entre nous, on ignore la place ou le statut social qu'on va occuper dans cette société. Donc moi, je ne sais pas si je serai philosophe, et Jean, il ne sait pas s'il sera agriculteur. Donc ça, tout de suite, ça sape ma motivation à dire il faut que les philosophes gagnent beaucoup, parce que si ça se trouve, je vais être agriculteur. Et pareil pour Jean, il ne sait pas, peut-être il va être philosophe, donc ça, immédiatement, sans être pour autant altruiste, vous n'avez pas intérêt à défendre ce que vous allez être, parce que vous ne savez pas ce que vous allez être dans cette société. Vous ignorez par ailleurs vos capacités et vos dons naturels. Peut-être que vous serez quelqu'un de très intelligent, peut-être que vous serez quelqu'un de très fort, peut-être que vous serez quelqu'un avec beaucoup d'entre-gens, facilité dans des relations sociales, peut-être que vous serez privé de tous ou certaines de ces qualités. Vous ne savez pas. Donc là encore, vous n'avez pas intérêt à plaider en faveur, si vous êtes quelqu'un qui a n'importe quel type de problème de santé, par exemple, vous n'avez pas intérêt à dire « Ah, il faut à tout prix aider les personnes qui ont ce type de problème de santé » parce que vous ne savez pas si vous aurez ce problème. Et puis vous ignorez, dernière chose, on voit que vous ignorez beaucoup de choses, vous ignorez quelle sera votre place, vous ignorez quels sont vos dons naturels, et puis vous ignorez quelles sont vos préférences, vos conceptions du bien. Vous ne savez pas si dans la société dans laquelle vous allez vivre après, vous allez être théiste par exemple ou athée. Vous ne savez pas si vous allez promouvoir telle ou telle valeur esthétique que vous allez faire vôtre, ou plutôt telle ou telle valeur morale, politique ou épistémique. Vous ignorez vos psychologies particulières et vos personnalités. Donc vous ne savez pas grand-chose de vous en réalité. Vous savez quasiment rien de vous, si ce n'est que dans la société à venir, vous aurez des intérêts, vous aurez une place, vous aurez des dons naturels, vous ne savez pas lesquels, et vous aurez vos propres conceptions du bien. Ça, c'est la situation originelle de Rawls. Et regardez ce que Rawls dit. Il dit cette situation originelle, elle a l'intérêt, derrière ce voile d'ignorance, d'accomplir le même objectif que la bienveillance universelle. Autrement dit, si vous êtes placé derrière ce voile d'ignorance, traditionnellement, les penseurs politiques disaient mais si on cherche une société juste, il faut chercher à être généreux, à être bienveillant avec tout le monde. Mais là, Rawls dit soyez égoïste, mais je vous prive juste d'un certain nombre de connaissances, et ça va vous rendre. Ça va faire en sorte, non pas que vous êtes généreux, mais que vous allez adopter le même type de raisonnement que quelqu'un qui est généreux. Parce que vous n'avez pas intérêt à préférer votre propre intérêt, pour la raison que vous ne le connaissez pas. Okay.
C'est clair la situation originelle et le voile d'ignorance pour tout le monde? Donc on réfléchit maintenant à qu'est-ce que sont les principes justes, sachant qu'on ignore quelle place on occupera dans la société, on ignore nos talents naturels et on ignore nos préférences, nos conceptions du bien, notre personnalité. Et sous ces contraintes-là, maintenant la tâche qui nous est donnée collectivement, c'est dessiner les principes d'une société juste. Lucas. Est-ce que du coup, avec ces situations, on n'arrive pas quand même à une sorte de répartition aussi des biens premiers naturels en prenant en compte tous les gens qui peuvent avoir des handicaps ou des problèmes de santé, et de dessiner une société qui serait le plus égalitaire à ce niveau aussi, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas s'occuper de ça comme ça. Alors, on va voir pourquoi il y a un conflit entre lui et les égalitaristes des chances ici. Ce qui vous est donné comme tâche, votre mission dans cette situation, c'est de distribuer les biens premiers. On ne vous demande pas de distribuer les biens naturels. Okay. Et puis là-dessus, il a une réponse assez intuitive. On dit, mais de toute façon, comment on pourrait? Je ne peux pas redistribuer l'intelligence, ou je ne peux pas redistribuer la force, ou la santé. Ça, c'est des biens qui sont donnés tels quels. Donc, ce serait, en science-fiction, on pourrait faire ça, mais en fait, on ne peut pas redistribuer les biens naturels. Donc, dans ce sens-là, il ne s'intéresse pas à la distribution des biens naturels. Mais, et vous avez raison de le souligner, il s'intéresse au poids que font porter les capacités et les dons naturels sur une distribution juste. Okay. Donc évidemment, ce que vous allez avoir tendance à faire dans une situation comme ça, c'est dire, si ça se trouve, je serais peut-être quelqu'un en mauvaise santé. Donc je n'ai pas forcément intérêt à avoir une distribution qui va à l'encontre des personnes qui sont en mauvaise santé. Ce n'est pas que vous distribuez la santé ici, mais c'est que vous visez une distribution des biens premiers qui va permettre aux personnes qui sont en mauvaise santé de pouvoir se soigner, typiquement. Jean. Mais peut-être c'est, je sais pas, comme réflexion, c'est peut-être, je sais pas. Non mais quand on passe ce rôle d'ignorance, il me semble que c'est difficile de rester rationnel. Enfin, dans le sens où on perd beaucoup de repères quand même. Alors je sais pas ce qui reste. On est un peu perdu avec ça, je sais pas. Non? Oui, alors vous venez de mettre le doigt sur une des objections qu'on va discuter brièvement quand on parlera des critiques de Rawls, mais ça c'est une des objections soulevées contre Rawls, de dire tu nous as tellement privés de connaissances qu'on ne sait plus raisonner rationnellement maintenant. On a perdu toutes nos attaches, puis raisonner rationnellement, c'est avoir un but, etc. Mais là, en fait, quel but on devrait poursuivre, en fait? Tu nous dis, on ne connaît même pas nos préférences, on ne connaît pas nos conceptions du bien, donc pourquoi on devrait viser quelque chose? Je disais à Lucas à l'instant, j'aurais plutôt intérêt à faire attention à ce que dans la société, les malades soient suffisamment protégés, parce que peut-être que moi je serais malade, mais ça suppose que vous connaissez votre intérêt, ça suppose que vous sachiez que si vous êtes malade, vous avez envie d'être guéri, ça suppose que vous connaissiez un minimum d'attache vis-à-vis des personnes que vous aimez, etc. Donc, grande objection à Rawls, de dire finalement, peut-être qu'on ne peut même plus raisonner dans cette situation-là. Peut-être que c'est une expérience de pensée impossible. Mais pour l'instant, on essaye d'être charitable, essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. A priori, on peut imaginer, ignorer tout ça, mettre tout ça entre parenthèses et commencer à raisonner. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la position originelle. J'ai repris ça, je ne sais plus à qui sur Internet, c'est pour ça que c'est en anglais. Nous, on est là, maintenant. Enfin, chacun d'entre nous, on est là. Et puis, si ça se trouve, une fois qu'on aura la société, on sera une dame riche, on sera un petit enfant, on sera un aveugle, on sera une petite fille, une vieille personne, etc. On ne sait pas où. Okay. Et on doit dessiner les principes de justice de cette société dans laquelle on va être parachuté ensuite. Donc, en dépit du problème posé par Jean, retenez quand même l'intérêt de cette situation, qui est de dire on va aboutir à la même chose que si on était bienveillant, mais simplement en poursuivant notre propre intérêt. Alors, ce que Rawls considère comme le type de théorie de la justice qu'on va adopter dans cette situation originelle, c'est ce qu'il appelle la théorie de la justice comme équité. Comme tous, je cite Rawls, comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitable. La situation originelle, elle est équitable, et cette équité, elle va être transmise au principe de justice qu'on va accepter derrière ce voile d'ignorance. Voici ce que dit Rawls à ce sujet. Notre situation sociale est alors juste quand le système de règles générales qu'il a défini a été produit par une telle série d'accords hypothétiques. Les participants pourront alors se dire les uns aux autres que leur coopération s'exerce dans des termes auxquels ils consentiraient s'ils étaient des personnes égales et libres dont les relations réciproques seraient équitables. Qu'est-ce que dit Rawls là?
souvenez-vous la théorie du contrat hypothétique, quand on parlait d'autorité de l'État. La théorie du contrat hypothétique, elle nous disait peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord avec l'État, mais il y a une situation hypothétique où si vous réfléchissiez bien, vous étiez rationnel, vous seriez d'accord avec l'État. Ben, Rawls nous dit exactement ça, non plus pour l'autorité de l'État, même si on va voir qu'il y a un lien, mais sur ce que c'est qu'une situation juste. Okay, on peut se dire, c'est pas juste que moi qui suis agriculteur, je gagne pas assez, etc. Mais Rawls va nous dire, oui, attends, reviens dans la situation originelle, est-ce que tu aurais pu accepter les principes de justice dans cette situation originelle? Et si oui, c'est que la situation dans laquelle tu vis maintenant est juste. D'accord? Donc, par référence à la situation originelle, on va pouvoir évaluer la justice de la situation dans laquelle on se trouve. Évidemment, la situation originelle, c'est une situation hypothétique, ça va de soi. Donc, 2 mots encore sur cette question avec le contrat hypothétique. Donc, le but de Rawls, ce n'est pas de légitimer l'État, mais c'est de légitimer les principes de justice. Mais évidemment, les deux questions sont liées pour lui. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Aucune société ne peut, bien sûr, être un système de coopération dans lequel les hommes s'engagent au sens strict volontairement. Ça, c'est contre Locke et les théories du contrat. Il y a toujours des gens qui sont pris dans une société à qui on n'a pas demandé leur avis. Cependant, une société qui satisfait les principes de la justice comme équité se rapproche autant que possible d'un système de coopération basé sur la volonté, car elle satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et égales donneraient leur accord dans des circonstances elles-mêmes équitables. Donc même si vous n'avez pas acquiescé à la société, si vous aviez été rationnel, vous aurez acquiescé à cette société-là et aux principes de justice en question. Donc vous voyez qu'il y a quand même une parenté très forte avec ce qu'on a appelé les théories du contrat hypothétique. Alors je ferme ces remarques sur la théorie des contrats hypothétiques. Et dans les 10 minutes qui nous restent, on va s'intéresser aux conséquences que Rawls tire de ça. Donc on a maintenant l'expérience de pensée et on veut connaître les principes de justice sur lesquels on s'accorderait derrière ce voile d'ignorance. Okay. Et Rawls pense que si on est dans cette situation-là, on va avoir 3 principes de justice qui seront naturellement admis si on est rationnel et qu'on ignore tout ce qu'on ignore vers le voile d'ignorance. Le premier principe, c'est ce qu'il appelle le principe de liberté. Chaque individu a un droit égal aux libertés de base. Qu'est-ce que c'est que les libertés de base ou fondamentales? Liberté de parole, de pensée, de réunion, protection de l'intégrité de la personne, liberté d'aller et de venir, droit de vote, liberté de la presse, droit à un procès équitable. Et puis il y a 2 cas problématiques, on reviendra sur la raison pour laquelle ils sont problématiques, qui sont les droits de propriété. Est-ce que ça fait partie du principe de liberté? Et la liberté de contracter, là encore, est-ce que ça fait partie du principe de liberté? Pourquoi je dis que c'est problématique? Parce que vous allez voir que Rawls dit que ce principe de liberté, il a une priorité sur tous les autres. On ne peut jamais revenir sur ce principe pour maintenir les autres. Or, en fait, sa théorie, elle implique qu'on doit revenir sur les droits de propriété, sur la liberté de contracter. En général, on les inclut dans les libertés fondamentales, mais Rawls semble impliquer qu'ils ne doivent pas l'être. Alors, on oublie ça pour l'instant et on s'intéresse au second principe, qui va en inclure 2. C'est pour ça que j'ai parlé de 3 principes. C'est ce que Rawls appelle le principe d'égalité. Donc, vous voyez que liberté, c'est juste liberté de faire certaines choses. Ce n'est pas des droits à. Hein. Vous vous souvenez que les libéraux sont très critiques du fait que vous ayez droit à quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de droit à ici. Il y a juste liberté de faire certaines choses. Hein. Sauf le droit à un procès équitable. C'est le seul où vous ayez vraiment un droit à quelque chose. Droit de créance, mais pour les autres, ce ne sont pas des droits de créance, donc ce sont des libertés qui sont libérales cachères, si vous voulez. Les libéraux sont d'accord avec ces libertés-là. Et puis, Rawls introduit un principe d'égalité. Et c'est là où Rawls, je vous disais, qui est un peu balle au centre, va faire des concessions dans le sens d'une politique un peu plus égalitaire, qui n'est pas conforme aux libéraux, puis on verra les prochaines fois pourquoi Nozick, notamment, qui est un libéral, s'opposera à ces principes d'égalité. Alors, il y a 2 principes d'égalité. Premier principe que Rawls appelle le principe d'égalité des opportunités. Les différents postes doivent être ouverts à chaque individu, quelle que soit son origine, son sexe, sa race, etc. Il ne s'agit pas simplement d'un droit à des opportunités, mais d'une chance réelle, égale à tous ceux qui ont des capacités naturelles similaires. Donc c'est un principe anti-discrimination. D'accord ?
Si vous avez les mêmes capacités naturelles, il n'y a pas de raison que parce que vous avez telle conception religieuse, politique, que vous avez telle origine ethnique, vous ayez moins de chances que d'autres d'accéder à certaines positions dans la société qui vient. On tomberait d'accord là-dessus, dit Rawls, si on était derrière le voile d'ignorance. Égal accès aux opportunités. Vous voyez que ce n'est pas simplement de la liberté ici, parce qu'il faut qu'il y ait une chance réelle. Ce n'est pas juste que je distribue des droits. Le libéral dit, moi je distribue des droits, mais là il dit, il faut s'assurer qu'il y a vraiment une chance égale pour tout le monde d'accéder à différents postes, indépendamment de sa race, etc. Et puis ce qui va le plus nous occuper, et qui a le plus fait couler d'encre, c'est le deuxième principe d'égalité de Rawls, qu'on appelle le principe de différence. C'est un principe qui traite des inégalités économiques, de revenus, de richesses. Et Rawls se dit à quelles conditions les inégalités économiques sont justes. Et il y a une réponse qui a été très influente à cette question. Il dit les inégalités économiques sont justes à condition qu'elles bénéficient aux plus défavorisés. Donc l'idée, et on va la voir un peu plus en détail, mais l'idée elle est très simple. Imaginez que vous partiez d'une situation égalitaire où tout le monde a la même chose. La seule type d'inégalité économique qui est acceptable pour Rawls, c'est l'inégalité dans laquelle, si l'inégalité augmente, la situation des plus défavorisés augmente aussi. D'accord ? Donc si vous partez de là et que vous faites ça, c'est acceptable pour Rawls, parce que vous avez plus d'inégalités, mais grâce au fait que vous avez plus d'inégalités, les personnes les plus défavorisées gagnent plus. Okay ? Donc ça, pour Rawls, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est si ça fait ça. Si vous avez quelqu'un qui s'enrichit, et en vertu du fait qu'il s'enrichisse, vous en avez d'autres qui s'appauvrissent. Ça, c'est une inégalité injuste. D'accord ? Donc vous avez un critère pour déterminer quelles sont les inégalités justes et quelles sont les inégalités injustes. Les inégalités justes sont celles qui bénéficient à ceux qui sont en bas. Okay ? Donc ça vous permet, vous comprenez, j'imagine, pourquoi ça a suscité tant d'intérêt, c'est que d'un côté, on avait les égalitariens stricts qui disaient il n'y a pas d'inégalité juste, il faut que tout le monde ait la même chose, il n'y a aucune raison pour laquelle il y en a qui devraient avoir plus que d'autres. De l'autre côté, on avait les libéraux qui disaient échangez tant que vous voulez, produisez tant que vous voulez, du moment que vous ne volez pas, ça peut arriver à des inégalités gigantesques, mais pour nous, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de vol, ça c'est ce que défendra Nozick. Et puis Rawls, il a quelque chose entre les deux, d'accord ? Il dit, moi je suis d'accord avec certaines intuitions égalitariennes, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait tous exactement pareil, mais il faut quand même s'assurer que les inégalités profitent aux plus faibles. Donc vous voyez, concession au libéralisme et concession à l'aspect égalitaire ou social qu'on peut avoir quand on pense à la distribution des ressources. Alors, voici ce que dit Rawls sur ces principes qui seraient choisis, d'après lui, dans la situation originelle. Les personnes placées dans la situation initiale choisiraient deux principes assez différents. Vous vous souvenez que le deuxième se divise en deux, c'est pour ça que j'ai dit trois. Le premier exige l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs de base. Le second, lui, pose que les inégalités socio-économiques, prenons par exemple les inégalités de richesse et d'autorité, sont justes si et seulement si elles produisent en compensation des avantages pour chacun et en particulier pour les membres les plus désavantagés de la société. Je vous relis ça. Si et seulement si les inégalités de richesse et d'autorité sont justes, si et seulement si elles produisent en compensation des avantages pour chacun et en particulier pour les membres les plus désavantagés de la société. Okay. Et ce principe-là, Rawls le reformule, le détaille ainsi, les inégalités sociales doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun, et B, qu'elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous. Le premier, c'est ce qu'il appelle le principe de différence, et le second ici, c'est le principe d'égal accès aux opportunités, ce que j'avais mis en premier dans la diapo précédente et que Rawls met en premier dans d'autres présentations. Bien, donc on a trois principes de justice. Liberté, c'est le premier grand principe, puis principe d'égalité qui se divise en deux, égal accès aux opportunités et principe de différence. Les inégalités ne sont justes que si elles bénéficient aux plus défavorisés. Dernier aspect de la théorie positive de Rawls, avant qu'on passe à ses motivations puis ensuite à son évaluation. Dernier aspect de la théorie positive de Rawls, c'est que ces principes, ils sont ordonnés. Il y en a qui ont une priorité par rapport à d'autres. Et en particulier, Rawls dit le principe de liberté a ce qu'il appelle une priorité lexicale sur le principe d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut, pour augmenter l'égalité dans une société,
retirer des libertés de base à certains individus. Vous ne pouvez pas faire d'entorse à la liberté pour augmenter l'égalité. Ça, c'est l'aspect libéral, le plus libéral de Rawls. D'accord ? Pas enlever de la liberté à quelques-uns pour maximiser l'égalité dans les ressources. Là, Rawls dit non. Et vous comprenez maintenant la raison pour laquelle je vous ai dit les droits de propriété et les droits de contracter, c'est une question de savoir s'ils sont inclus dans les libertés fondamentales. Parce que si vous incluez le droit de propriété dans les libertés fondamentales, alors trivialement, vous n'avez plus aucune, et que vous acceptez ce principe, vous n'avez plus aucune politique redistributive possible. Parce qu'à partir du moment où je vais prendre à Lucas pour donner à Charlotte, je fais violence au droit de propriété de Lucas et je renonce à la priorité lexicale des droits fondamentaux. Donc comme Rawls, lui, veut maintenir qu'il peut y avoir des entraves à la liberté de contracter et des politiques de redistribution, il est obligé dans les libertés fondamentales de au moins retirer le droit de propriété et la liberté de contracter. Il y a certains échanges où Rawls va dire non, ça vous ne pouvez pas les faire parce que ça nuit à l'égalité. Donc là, vous voyez déjà poindre une petite tension. Donc il y a une priorité lexicale, on oublie cette tension maintenant, priorité lexicale du principe de liberté sur les deux principes d'égalité. Et puis de la même façon, au sein des principes d'égalité, le principe d'égale opportunité a une priorité lexicale sur le principe de différence. Autrement dit, vous ne pouvez pas améliorer le sort des plus défavorisés, le principe de différence, en empêchant l'accès de droit et de fait à certaines positions. Donc si pour avoir un peu plus d'égalité, vous interdisez aux femmes d'accéder à telle position, là Rawls dit non, ça ne marche pas. Okay ? Ou pas simplement vous interdisez, mais vous rendez plus compliqué aux femmes d'accéder à certaines positions, là Rawls dit non plus, ça ne marche pas. Pour prendre un exemple plus plausible, vous avez tout un débat que vous connaissez certainement sur la discrimination positive dans les universités, par exemple, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, où on dit, pour corriger certaines inégalités sociales, il faut donner aux personnes noires la possibilité de rentrer plus facilement dans les universités que des personnes qui ne sont pas noires. Rawls dirait, non, ça ne passe pas parce que ça renonce au principe d'égale opportunité. Quand vous faites ça, vous diminuez l'opportunité de certaines personnes, celles qui ne sont pas noires, pour favoriser l'opportunité d'autres. Donc ça, c'est un principe qui bloque, en tout cas, prima facie, les principes de discrimination positive. Okay, donc si on fait la synthèse, on a nos trois principes de justice. Là, j'ai juste remis ce que vous aviez avant. Et puis, vous avez une priorité du principe de liberté sur le principe d'égalité, et au sein du principe d'égalité, une priorité du principe d'égalité des opportunités sur le principe de différence. D'accord ? Donc, ces deux priorités-là, que Rawls met au sein de ses principes, ça donne l'aspect très libéral de sa doctrine. D'accord ? Il met la liberté tout en haut, et il pense que pour avoir plus d'égalité, il faut ne pas violer les libertés précédentes. Mais néanmoins, on a un principe de différence à l'arrivée, et c'est là où le libéral pur jus va dire non, moi là-dessus je pense que Rawls va trop loin, il redistribue trop. Okay. Donc évidemment, Rawls, comme il est au centre, il s'expose aux attaques de ceux qui trouvent qu'il ne redistribue pas assez. Ça va être typiquement les égalitaristes des chances, qui vont dire non, il faut aussi compenser les inégalités naturelles, dont on parlait avec Lucas tout à l'heure, et puis il va s'opposer aux attaques, notamment des libéraux qui vont dire non, tu redistribues beaucoup trop, parce qu'à l'arrivée, tu as tellement vidé les libertés de départ, si tu soustrais les droits de propriété et la liberté de contracter, à l'arrivée, on va avoir tout un tas de redistributions qui vont être nécessaires. Bien, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous mettrai aussi cette diapo en ligne, comme ça vous pourrez la lire. Citation de Rawls, on commencera par ça la prochaine fois. On termine Rawls, et puis on envisage certaines critiques et certaines théories alternatives au problème de la justice distributive. Merci pour votre attention et bonne semaine à vous tous.